Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un concept que j'ai découvert quand j'étais en études de sociaux et qui m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur mon comportement actuel et j'imagine potentiellement le tien. Si tu te reconnais de manière générale dans mes vidéos, il y a de très grandes chances que ça t'éclaire beaucoup. Surtout si tu as visionné cette mini-série de vidéos que j'ai postée du coup il y a maintenant plusieurs mois. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, en gros j'explique du coup toute la maltraitance que j'ai vécue dans mon cadre familial, notamment de la part de mon père. Et du coup j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je m'attarde sur différents aspects de ce que ça implique en fait d'être un enfant maltraité de cette manière-là, parce que ma particularité c'est que même si très ponctuellement j'ai déjà été frappée, là où j'étais vraiment activement violentée c'était plus d'un point de vue moral, psychologique, verbal, du chantage, tous les trucs émotionnels à la con et tout, et ça a duré très longtemps. Donc voilà pourquoi je détaille tout ça ici. Je disais donc que si tu t'étais reconnue dans cette série de vidéos, il y a de très grandes chances que celle d'aujourd'hui te soit très utile, en tout cas je l'espère, et j'avais promis du coup que j'en ferais une sur la parentification, donc chose promise, chose due. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo qui est la marque Dreams, une marque qui fabrique des têtes d'oreiller à la main en France avec de la soie. Pour être honnête, au départ, je ne voyais pas trop l'intérêt d'accepter ce partenariat puisque a priori, j'avais pas besoin particulièrement de nouvelles têtes d'oreiller. Je me suis dit que ça pouvait éventuellement aider à ce que mes cheveux tombent moins et se cassent moins parce que déjà toute l'année dernière, j'en ai pas mal parlé sur Instagram notamment et dans quelques-unes de mes vidéos où je parlais notamment du fait que j'avais quitté la fac. Le stress, l'anxiété, la fatigue, enfin bref, plein de trucs faisaient que je perdais vraiment massivement mes cheveux et qu'ils arrêtaient pas de se casser et la différence de masse est flagrante, bref. Donc j'en avais pas mal parlé l'année dernière et là je me suis dit tiens, peut-être que ça peut aider. Donc j'ai accepté pour cette raison-là et en fait je suis ravie, absolument ravie d'avoir ces têtes d'oreiller chez moi parce que non seulement effectivement c'est mieux pour mes cheveux mais surtout ça m'aide pour quelque chose que je ne m'attendais absolument pas, ça m'aide à mieux dormir. Et là pour le coup j'ai fait plusieurs de mes vidéos où je parle de mes problèmes d'insomnie, j'ai même dû prendre de la médication pendant 2 ans pour m'aider à dormir parce que j'ai des troubles du sommeil quoi. Et en fait à ma très grande surprise, dormir sur cette tête d'oreiller m'a grandement amélioré le sommeil et ça je m'y attendais absolument pas. Donc franchement je suis très contente de te partager ce plan si toi aussi t'as des problèmes de chute de cheveux, des problèmes d'insomnie etc. Enfin franchement essaye ça. Moi ça m'a... là honnêtement sans mentir je peux plus dormir sans cette tête. Le changement dans mon sommeil a été si flagrant que genre là je prends les têtes d'oreiller avec moi quand je vais dormir chez ma copine ou que je suis juste pas chez moi parce qu'en fait c'est devenu limite indispensable et je ne savais pas que juste le tissu sur lequel on dort pouvait à ce point altérer l'endormissement ou le fait de se rendormir pendant la nuit. Bref, tout ça pour dire que c'était une excellente surprise et que du coup je suis vraiment contente de pouvoir te partager le code promo CARO40 qui t'offrira moins 40% sur tout le site. En plus de la réduction de 40%, la livraison est aussi offerte grâce au code. Donc comme je l'ai dit, c'est fait à la main en France. En plus de ça, c'est anti-acarien, c'est hypoallergénique. Bref, moi je suis ravie d'avoir accepté ce partenariat. Donc je t'invite vivement à aller jeter un œil au site, tu auras le lien dans la description ci-dessous. Et maintenant que tout ça a été dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc la parentification, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui existe déjà en psychiatrie, en psychologie psychanalytique un peu bizarre, et qui a été repris par la sociologie un peu plus tard, qui désigne une situation dans laquelle un enfant est chargé de prendre soin de son parent plutôt que l'inverse. Je pense que tout le monde ici connaît Desperate Housewives et connaît l'histoire de Susan Mayer et de sa fille Julie. Typiquement, la relation qu'il y a entre Julie et sa mère est un exemple de parentification. Suzanne, suite à l'infidélité de Carl, va complètement tomber en dépression, se laisser mourir entre guillemets, et sa fille, alors qu'elle est préadolescente à ce moment-là, va s'occuper de gérer les tâches ménagères, les courses, les besoins vitaux de sa mère, et donc ça c'est typiquement un cas illustré de parentification. Attention à ne pas confondre ce concept avec le terme de parentalisation. La parentalisation, ça renvoie à une aide ponctuelle de l'enfant dans la sphère fonctionnelle de la famille qui va lui permettre de se sentir responsable et de se sentir utile dans sa famille. L'enfant va être valorisé pour ça et on va le féliciter, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure estime de lui. Alors que la parentification, elle, inclut une responsabilité émotionnelle endossée par l'enfant envers ses parents. Cette responsabilité, elle n'est pas choisie ou ponctuelle, c'est quelque chose qui est complètement subi par l'enfant, ça peut être
constant d'ailleurs en fonction des charges qu'on va faire peser sur ses épaules, et ça va mener du coup à une détérioration de la protection, la sécurité et le soutien émotionnel, moral dont il est censé bénéficier. Alors en soi, la responsabilité émotionnelle c'est super parce que enseigner à un enfant qu'il est responsable de ce qu'il ressent, en tout cas de ce qu'il va faire à partir de ce qu'il ressent, c'est une super idée. Je pense que c'est un outil très important à leur transmettre dès le plus jeune âge. Par contre, dans le cas de la parentification, les enfants sont responsables de ce qu'il se passe émotionnellement chez leurs parents, ou en tout cas c'est ce que leurs parents leur fait croire. Et je pense que tu peux voir venir un peu le problème. Si un enfant, surtout à un très jeune âge, passe plus de temps à devoir interpréter aléatoirement les émotions de ses parents, et ben ce temps-là, ce sera du temps qu'il va pas passer à comprendre ce qu'il vit lui à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, qu'est-ce que ça lui fait faire aussi, et donc forcément ça va créer des adultes qui sont sacrément instables, en tout cas en termes de gestion émotionnelle, de réaction face au stress, etc. Mais ça on va le développer plus tard dans la vidéo. La parentification, ça peut donc ressembler au fait qu'un enfant va adopter une posture de parent envers son propre parent, mais pas que, il peut aussi adopter une posture d'époux. Et là, je parle pas de la dimension incestueuse, en tout cas pas physique, mais on peut avoir un parent qui ne nous traite pas forcément comme son parent, mais qui nous traite comme son ex. C'est par exemple ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que quand mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, mon père m'agressait moi en imaginant qu'il agressait ma mère et inversement. Et il me traitait vraiment comme si je devais lui rendre des comptes comme ma mère, alors que j'avais 7 ans. Et c'est suite à une conversation que j'ai eue avec ma sœur qui, pour là, je ne sais pas combien de fois, est venue me repêcher des griffes de mon père qui est en train de me faire du mal, pour qu'elle me dise droit dans les yeux: Caro, tu n'es pas sa femme. Et en fait, je me rappelle du jour où elle m'a dit ça, et j'étais là genre, mais ça m'a mis une turbo-gifle. Je me suis dit, mais elle a complètement raison. Genre, tout ce que je vis là, c'est parce que mon père me voit pas comme sa fille, mon père me voit comme son ex. À partir de là, vraiment, j'ai tout un monde de compréhension qui s'est ouvert à moi parce que j'ai commencé à interpréter le comportement de mon daron différemment. C'est-à-dire que là, j'arrivais à voir qu'effectivement, c'est lui qui avait un comportement qui n'était pas normal et pas moi qui était un enfant problématique ou pas assez bien ou que sais-je en fait. Donc, le parent peut traiter son enfant comme son propre parent ou comme son partenaire conjugal, ou son ex, ou son époux, peu importe. Mais aussi, on peut parler de parentification quand, dans une fratrie, un enfant va prendre le rôle de parent pour les frères et sœurs. La manière dont va se manifester la parentification va aussi varier d'un milieu social à l'autre. C'est-à-dire que une personne qui va grandir dans la noblesse va peut-être être parentifiée, mais pas du tout de la même manière qu'une personne qui va grandir dans un quartier populaire ou dans une cité. Et justement, c'est mon cas, donc je vais pouvoir te parler de ce type de parentification-là, sachant que j'ai des extraits de témoignages que j'avais recueillis pendant que j'avais fait le travail quand j'étais à l'université, et qu'il y a de très grandes chances que si tu partages quelques caractéristiques sociologiques en commun avec moi, que tu te reconnaisses dans ce type de parentification. Dans un quartier populaire, on a une majorité de personnes issues de l'immigration et ou dans des situations financières qui ne sont pas idéales. De ce fait, quand on grandit dans un milieu populaire urbain, je sais pas comment ça se passe dans les campagnes et les espaces ruraux, mais en tout cas dans les quartiers banlieue périphérique à la ville, on va se retrouver du coup avec des enfants qui, dans une même salle de classe, vont partager majoritairement la même réalité. Par exemple, la majorité de mes copains et moi, nos parents ne parlaient pas bien la langue du pays où on habite. Ça veut dire que on sait déjà d'avance très très jeune qu'il va falloir qu'on fasse l'interprète, le messager, le traducteur quand il va falloir échanger des messages entre le prof, la direction, les parents, les sorties, enfin bref, tout ce genre de choses. Si donc on a des parents qui ne parlent pas bien la langue du pays où on est né, qui du coup par extension, ont besoin d'aide lorsqu'ils reçoivent du courrier administratif, quand il y a du jargon un peu compliqué, etc. Pareil, il va falloir que nous, très jeunes, on fasse un travail qu'on n'est pas prêt de faire, parce que moi, encore à 27 ans, il y a des trucs administratifs, je ne les comprends toujours pas. De la même manière, un enfant va être amené à assister son parent dans des rendez-vous importants avec, je sais pas moi, une avocate, un médecin, des rendez-vous administratifs auxquels on ne comprend que dalle, mais auxquels on va devoir quand même participer pour essayer de traduire des mots à nouveau qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Je prends ces exemples-là de parentification parce que, en soi, le fait qu'on ait des parents
peut-être qu'ils sont même pas lettrés, c'est-à-dire peut-être ils savent pas lire, ils savent pas écrire, c'est pas un problème en soi. On peut très bien grandir dans une famille avec des parents qui parlent pas cette langue, qui savent pas lire, etc. et vivre bien et être aimé et avoir des ressources émotionnelles, de l'affection, de l'amour, bref, c'est pas le problème que les parents en soi galèrent. Le problème, c'est à quel point l'enfant, tôt, va être la personne sur qui on va compter pour gérer tous ces trucs, parce qu'il n'y a pas d'autres ressources pour que ces parents-là puissent accéder aux informations auxquelles ils ont besoin. Autrement dit, si on vivait dans une société peut-être un peu moins raciste et un peu moins classiste, il existerait probablement des structures ou des outils faits par et pour les personnes qui ont besoin que ces communications-là aient lieu de cette manière. Pour prendre un autre exemple, on peut imaginer un enfant dont le parent est handicapé et ou malade, qui en soi n'est pas maltraitant, parce qu'être malade et ou handicapé ne fait pas de toi systématiquement une personne agressive et ou violente. Donc on peut avoir un parent qui vit cette réalité-là sans pour autant être soi-même parentifié, à partir du moment où il y a les moyens, les ressources, les structures autour du parent pour qu'il puisse avoir accès aux soins, aux traitements, au soutien dont il a besoin, indépendamment de la participation de son enfant. Autrement dit, si on vivait dans une société un peu moins validiste, à la place de laisser mourir les gens malades et handicapés, on leur donnerait des ressources pour qu'ils soient moins malades et handicapés en société. Hashtag modèle social du handicap, je te laisse aller te renseigner si tu veux aller plus loin là-dessus. Bref, continuons dans la vidéo. Le fait qu'un enfant soit là pour ses parents, comme on l'a dit au tout début de la vidéo, n'est pas un problème. Ça devient un problème à partir du moment où la fréquence, l'intensité et la pression mise sur l'enfant devient constante. Souvent, les parents eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils parentifient leurs enfants parce que ça se fait sur le très 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 long terme, et comme ça commence tôt, c'est juste un mode de fonctionnement qui paraît normal dans la famille. Moi, à 7 piges, j'étais déjà en train de gérer des trucs que j'ai continué de gérer, toutes les années qui ont suivi, plus de 10 ans plus tard, et c'était juste logique et normal pour la famille que ce soit moi qui gère ce genre de choses. Parce qu'en fait, avant de me rebeller, de péter un plomb et de dire à tout le monde que j'avais envie de me suicider et que je ne voulais plus jamais voir ma famille, etc., personne n'avait capté à quel point la pression était forte sur moi. Bref, donc quand je parle de pression constante, c'est vraiment le fait que l'enfant assimile jeune l'idée que en tout temps, en toute heure du jour et de la nuit, quelle que soit la situation, c'est lui, et seulement lui, qui est responsable de ce que ressent ses parents. On arrive à une situation qui fait qu'on confisque sa vie d'enfant à l'enfant. Dans une période de sa vie où il est juste en train de découvrir l'existence humaine, de découvrir qui il est, de découvrir les sensations, les odeurs, les couleurs, la musique, les sons, bref, juste qu'il est dans une période qui dure longtemps, parce que c'est pas que entre 0 et 4 ans que ça se passe, en fait, on est un enfant jusqu'à quand même assez tard. Notre cerveau se développe jusqu'à nos 25 ans, donc je sais pas où on peut arrêter de parler d'enfance. Je sais qu'on va établir la préadolescence vers les 11 ans déjà, puis ensuite l'adolescence vers les 14-15 ans, puis ensuite on est adulte à 18 théoriquement, mais entre nous, si on se fie à la réalité émotionnelle des êtres humains, je pense que même là maintenant, il y a des gens qui ont ton âge ou le double de ton âge, qui sont tellement immatures émotionnellement qu'on pourrait les associer au comportement d'un enfant. Bref, donc comme je disais, à un moment de sa vie où l'enfant est censé se découvrir lui, son fonctionnement à lui, qu'est-ce qu'il aime lui, qu'est-ce qui lui donne envie, qu'est-ce qu'il veut apprendre, où est-ce qu'il voudrait se diriger dans la vie, etc., on lui retire cette capacité mentale, ce temps et cette énergie, puisque on va l'user littéralement, on va lui presser comme un citron, parce qu'on va passer son temps constamment à attendre de lui un comportement d'adulte tout en le traitant comme un enfant. Et ça rend complètement cinglé, parce que ça veut dire que tu vis perpétuellement dans une putain de contradiction. Et moi je sais que vraiment super jeune, mais quand je te dis minuscule, je me rappelle, j'étais toute petite, j'étais en 2P, donc en 2P à Genève, à l'époque où moi j'étais à l'école primaire, j'avais 8 ans. Donc j'avais 8 ans et je me rappelle d'être dans la salle de classe, de regarder la maîtresse et de me faire la réflexion en me disant: pourquoi on me traite comme un enfant ? Genre vraiment, je vivais déjà des choses qui me donnaient la sensation d'être une vieille dame déjà. Quelques années plus tard, à 13 ans, cette fois j'étais au cycle, et pareil, c'est une scène qui m'est restée du préau, je me rappelle de la lumière, je me rappelle de plein de choses visuellement, sensoriellement de ce moment-là. Et je me souviens, j'avais 13 ans, j'étais dans le préau de mon cycle d'orientation, et je sortais des cours, et j'étais gavée parce que les profs étaient là en mode enfin bref, ils faisaient chier. Et je m'étais sentie tellement infantilisée, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourtant ça se voit, non, que, en tout cas,
moi, quand je parlais de moi, j'avais l'impression de raisonner comme une personne de 30 piges, alors que j'avais 13 ans, parce que j'étais convaincue que je m'alignais sur la maturité des profs en face de moi. Comme j'avais l'impression que j'arrivais à les comprendre, ou en tout cas émotionnellement à capter ce qu'ils étaient en train de vivre, et ben ça me donnait vraiment la sensation d'être un adulte comme eux, et je te laisse imaginer les dérives que ça peut faire. Donc pour les enfants, c'est excessivement frustrant de voir que on attend de nous un tas de choses qu'on n'est pas capable d'accomplir bien, parce que juste on n'est pas en capacité de le faire, tout en nous demandant constamment de nous réprimer, de nous contenir, de nous discipliner parce qu'on est un enfant, alors qu'on attend de nous rien qui soit de l'ordre de l'enfance en fait. Pour continuer sur les exemples de parentification communs chez les enfants de milieux populaires, je vais te parler maintenant de l'école. Petite mise en contexte genevois, quand tu grandis dans cette ville, tu vas d'abord à l'école primaire pendant du coup 8 ans, c'est obligatoire, et ensuite tu vas 3 ans au cycle d'orientation. C'est un peu l'équivalent de la fin du collège pour vous, je crois, ou le début du lycée, bref. En gros, t'as entre 12 et 15 ans quand t'es au cycle d'orientation. Ça, c'est pour l'école obligatoire. À partir de là, c'est plus obligatoire d'aller à l'école, donc nos chemins se séparent et on va faire des cursus différents les uns des autres. Donc il y en a qui vont à l'école de culture générale, à l'école de commerce, au collège, c'est là où moi j'ai été, et le collège c'est un peu genre the top of the top, c'est le meilleur truc que tu peux faire pour accéder à l'université. Donc moi j'arrive au collège avec une population complètement différente d'élèves à laquelle j'étais habituée quand j'étais petite, et en commençant ma première année dans ce collège, du coup je côtoie plein de gens qui étaient dans d'autres cycles, dans d'autres quartiers, et du coup qui parlent de leur expérience, notamment au cycle et parfois même à l'école primaire, parce qu'on comparait du coup à toi ta prof elle était comment, à moi machin truc, bref, voilà, on échangeait nos expériences de vie. Et quand moi du coup je racontais ce que nous on faisait au cycle ou les trucs qui se passaient, j'ai vécu un tel choc en termes de prise de conscience, parce que je me rappelle qu'on m'accusait de mentir. On me disait mais arrête, c'est pas possible, c'est impossible que des enfants de 13 ans fassent ce que tu dis là, ou même plus jeunes, parce que les dingueries chez moi elles ont commencé encore plus tôt. Enfin je veux dire, nous dans notre classe à 8 ans c'était déjà mon dieu, bref. Et donc les gens pensaient que je mentais ou que j'exagérais et tout, alors que pas du tout. Genre il y a plein de trucs que j'ai oubliés, que j'ai minimisés, enfin je pense que mon cerveau a décidé de mettre à la trappe, mais c'est pas des traumatismes que j'ai vécu moi, c'est des trucs qu'on a vécu tous en fait dans nos salles de classe, parce que à l'école primaire j'avais la même classe pendant 8 ans, et donc moi ce que j'essayais d'expliquer c'est qu'en fait on avait des traumas communs qui ont duré sur les années. Par exemple on a eu une prof entre nos 6 et 8 ans qui était horrible, mais vraiment une personne monstrueuse. Et je dis pas ça parce que je pense que c'est un monstre, je dis vraiment que ses actes étaient monstrueux, parce que quand t'es un enfant, que t'as 6, 7, 8 ans, parce qu'on l'a eu 2 ans, et que en face de toi t'as la prof que nous on a eu à cet âge-là, évidemment tu la vois comme un monstre, t'es un enfant en fait. Je développerai plus dans une autre vidéo du coup ce que je suis en train de dire là, mais cette femme nous traitait tellement mal, elle était verbalement insultante, agressive quotidiennement, elle nous fliquait si on avait les ongles coupés, si on avait lavé nos dents, enfin en rentrant en classe elle nous scrutait le visage, et si on avait des cernes, elle nous faisait une humiliation publique devant toute la classe pour dire en gros que nos parents ils étaient bêtes de nous laisser regarder les dessins animés le matin parce que ça allait nous rendre bêtes, et de toute façon on n'irait nulle part dans la vie parce qu'on était bêtes comme tout le monde, enfin bref, c'était tout le temps des généralités sur vous êtes bête, vous allez nulle part, vous êtes nul, vous comprenez rien, enfin c'était toujours très 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 généralisant. Et ça, selon moi, ça reste aussi des mécanismes de parentification. Même si on n'est pas dans la famille, on est quand même dans une situation dans laquelle un adulte attend des enfants un comportement qui n'est pas possible d'adopter puisque c'est un enfant. Et c'est la réalité que la majorité d'entre nous avons vécu. Déjà avec cette prof au début, puis après entre nous, parce que par la suite la violence entre nous était tellement banalisée que juste, bref, comme je l'ai dit, ce sera une prochaine vidéo que je ferai parce que c'est un bout de mon histoire aussi qui est très très importante pour comprendre le personnage. Mais du coup ça c'est des traumas qu'on a en commun, puisque on est plusieurs dans cette salle de classe à avoir caché à nos parents ce qu'il se passait avec cette professeure, parce qu'on savait que si on allait dire à nos parents ce que nous faisait la prof, on allait devoir gérer la colère de nos parents. Et justement à ce sujet j'ai un extrait de témoignage très parlant. J'avais peut-être peur mais j'avais encore plus peur de ma mère. Laisse tomber. Le lendemain, elle est venue à l'école et elle a fait un scandale. Elle a débarqué, elle voulait taper. Elle disait sale grosse. T'as tapé ma fille? Tu tapes des enfants maintenant? Viens taper une femme de ton âge! Alors oui, la plupart d'entre nous, on va se rappeler de ces événements en rigolant, en se disant quand même qu'on a eu une enfance de cinglés et que pour rien au monde on changerait ça. Mais on va pas nier le fait que ça nous a complètement rendu fucked up, n'est-ce pas? Et moi je m'identifie totalement à cet extrait parce que c'est exactement ce que je vivais avec mon père. Mon père était tellement tyrannique, il était tellement irresponsable et immature, émotionnellement parlant, et même juste en général, bref, il était immature, que
Le moindre truc que je vivais devait être dissimulé, transformé, modifié, enjolivé pour que monsieur ne réagisse pas mal. Donc les enfants parentifiés dans ce contexte-là vont l'être parce que déjà ils vont devoir gérer des profs qui vont les traiter mal parce qu'ils les discriminent d'un point de vue social, c'est-à-dire vous êtes des enfants d'immigrés, vous êtes des enfants qui iront de toute façon nulle part. Cependant, vu qu'on sait maintenant depuis plusieurs décennies que la criminalité, la violence, etc. Est issue des inégalités sociales et des discriminations en général, on peut facilement supposer que dans un environnement géographique qui cumule autant de gens, qui les parquent dans des tours, avec la promiscuité sociale, etc., le fait que les gens sont dans des situations précaires, qu'ils ont des usages de stupéfiants multiples, qu'ils vivent du coup dans un environnement... Alors aujourd'hui, maintenant je regarde à travers ma fenêtre, ça va beaucoup mieux, mais quand j'étais gamine, c'était vraiment genre... Bref, quand on est dans ce contexte-là, qu'en plus de ça, on vit du racisme, de la discrimination en tout genre, etc., et ben forcément, ça va créer des espaces dans lesquels la violence est beaucoup plus perceptible et fréquente. Quand j'étais gamine, c'était absolument normal et presque quotidien qu'il y ait des histoires de baston tous les jours. Et je te parle pas d'enfants qui se poussent ou qui s'énervent ou qui sont un peu musclés, je te parle vraiment de tabassage. Je pense notamment à 4 élèves avec qui j'ai grandi pendant 8 ans. C'était des enfants, d'ailleurs maintenant que j'y pense, ils étaient tous suisses. Les 4 enfants les plus harcelés de mon parcours scolaire étaient suisses. Et je pense qu'il y avait un bail un peu de retournement du stigma, tu sais, genre... parce qu'on associait le fait qu'ils soient suisses à un privilège et qu'on sentait quand on était gamin la discrimination sans pouvoir la nommer ni la percevoir vraiment. Je pense qu'il y avait un truc de s'en prendre à celui ou celle qu'on associe à la domination, quoi. Et bon, ça mériterait une autre vidéo, mais je pense que c'est pas un hasard. Donc, je disais, quand j'étais gamine, j'ai assisté à des scènes de tabassage absolument atroces et juste, en fait, c'était normal. Juste on a banalisé ça et ça a commencé très tôt et ça a duré très longtemps au point que juste à la fin de l'école primaire, il y a un garçon par exemple dans ma classe qui a littéralement ouvert le visage de l'oreille à la bouche d'un autre enfant avec une équerre. Et ça c'est un exemple parmi les dizaines voire les centaines qu'il y a eu de ce type-là parce que en fait, genre pour te donner un autre ordre d'idée, plus tard au cycle par exemple, il y avait un élève de ma classe qui une fois s'est amusé à jeter une chaise depuis le 2e étage parce qu'il était énervé, chaise qui aurait pu littéralement tuer une personne si elle était tombée sur quelqu'un en bas. Une fois, il y a eu une histoire d'un élève qui avait mis une gifle à une prof, une autre qui avait eu des relations sexuelles sur le toit, enfin bref, des trucs comme ça, pour nous, c'était genre normal, c'était même genre stylé. En plus, la plupart d'entre nous vivions dans des conditions qui mènent assez jeunes à comprendre du coup que la police c'est pas spécialement ton allié, et je dis pas ça pour faire genre que j'ai une street cred, je sais pas pourquoi quand je parle de ça, il y a vraiment des gens qui s'énervent en mode genre ouais toi tu fais la meuf et tout, mais le jour où t'auras besoin de la police, nanana, mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai jamais eu besoin des flics en fait? Déjà oui, j'ai déjà eu besoin des flics plus d'une fois, j'ai déjà été dans un comico plusieurs fois et j'ai pas eu l'aide que j'avais besoin, donc bref, mais surtout arrêtez de projeter des trucs comme ça sur les gens. Moi par exemple, j'ai grandi pendant des années avec des personnes sans papier chez moi, et quand j'étais toute petite, je voyais ma tante paniquer quand elle voyait un flic parce qu'elle se disait le moindre truc suspect que je peux faire ou machin, contrôle d'identité, on me renvoie au bled. Donc oui, même moi, ce petit visage qui a l'air d'être une Marie-Clotilde bourgeoise genevoise dont les parents sont chirurgiens et avocats, a compris très jeune, parce que ce n'est pas le milieu social où j'ai grandi, que en fait la police il fallait pas l'appeler si on en avait besoin, parce qu'en fait si on l'appelait nous, c'est nous qui allons avoir des problèmes. Je t'ai parlé de la tante sans papier, mais ça aurait pu être ton frère dealer, ça aurait pu être ton père sorti de prison, ou avec le fait qu'un des parents loue illégalement une chambre, un espace chez lui parce que trop précaire et parce qu'il peut pas vivre seul, enfin des trucs comme ça en fait. Et donc ces réalités là, nous on les voit très vite. Et on se rend vite compte que par rapport aux gens qu'on va croiser après, il y a un décalage. À tel point que nous, on va arriver avec notre bagage de vie en mode oui, bah du coup moi c'est ci, ça, et on découvre au contact d'autrui que en fait notre existence elle est pas normale. Et ça c'est très violent. Pour illustrer, je vais te lire d'autres extraits de témoignages très parlants. Donc là par exemple, j'ai une de mes enquêtées qui dit eux aussi les dealers, ils ont fait partie de notre enfance. Genre vraiment. Je me rappelle que ils donnaient des cachets blancs. Moi je savais même pas ce que c'était et ils disaient ouais va lui donner à lui là dans le préau. Et nous, on y allait. En fait, franchement, on a fait partie de ce trafic sans le savoir. Une fois, j'allais chercher et en fait, elle m'a dit de vite partir parce que son frère s'était fait planter. Du coup, il y avait du sang dans les escaliers de l'allée et tout, et son autre frère se cachait en haut. Enfin, un délire. Du coup, je suis re-rentrée chez moi comme si de rien n'était.
À 22 ans, j'ai appris que l'enfance que j'ai eue était totalement pas normale, comparée à l'enfance que la plupart des autres ont eue. Qui jouaient dans le préau, qui s'amusaient entre filles, et à aucun moment, nous, il y avait des problèmes c'était des problèmes d'adultes presque. Je te lis tel que ça a été dit. Elles avaient une enfance de petites filles, vraiment. C'était des petites filles, mais genre, elles avaient vraiment une enfance de petites filles. J'étais là, mais... Quoi ? Genre, ça, c'est des problèmes de gamins, ça. Mais en fait, on était des gamins, tu vois. Mais nous, c'était pas comme ça. Tu peux te poser à juste titre la question de comment on est parti d'un truc psychologique qui se passe que dans la famille, comment on est parti de là pour arriver à la sociologie, la discrimination de classe, le racisme et ce genre de trucs. Et bah tout simplement parce que quand on parle de parentification, a priori on parle d'un procédé psychologique. Mais justement la sociologie vient expliquer que ces procédés psychologiques sont explicables aussi par l'environnement matériel qu'il y a autour des personnes en fait. Ce n'est pas pour autant un déterminant rigide, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas spécialement parentifier leur enfant de cette façon-là ou pas à ce point, alors qu'ils partagent très exactement la même réalité que celle que j'ai pu avoir ou mes autres camarades. Alors qu'est-ce qui fait que malgré des conditions de vie difficiles et un vécu de discrimination, il y ait quand même des gens et des familles qui fonctionnent bien? Ça, j'en sais rien. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe. Moi, j'ai un biais négatif je sais pas comment on dit, mais en gros, moi, j'ai un peu un biais où j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde est malade, tout le monde a vécu de la violence, tout le monde est traumatisé, tout le monde vient d'un milieu précaire, alors que pas du tout, bref. Mais tout ça pour dire que le but, en fait, avec cette vidéo, c'est pas d'incriminer les gens en mode genre, c'est parce que les gens sont comme ça, et c'est des mauvais parents, et regardez, ils auraient pas dû faire des enfants, parce que nanina. Non, c'est juste qu'en fait, tout est interconnecté. Donc maintenant, j'aimerais te poser une question, et j'aimerais avoir l'avis, du coup, peut-être de gens qui travaillent dans le domaine et qui s'y connaissent. J'ai un avis personnellement sur est-ce qu'on dit la vérité aux enfants ou pas de l'environnement dans lequel ils grandissent. Mon avis, je suis pas sûre que ce soit le bon, mais maintenant que je bosse avec des gamins, plus ça va, plus je me dis qu'en fait, c'est celui qui me paraît quand même un peu le mieux. En gros, moi je pense que si j'étais face à des enfants qui vivaient ce que nous on a vécu quand on était gamin, je pense que je leur expliquerais. Je pense que je leur expliquerai la réalité du monde comme on explique la sexualité avec des mots d'enfant. En fait, on peut tout expliquer aux enfants avec les bons mots et au rythme qu'ils sont capables de suivre. En fait, c'est pas parce qu'ils ont 7 piges qu'ils savent pas ce que c'est la mort, qu'ils savent pas ce que c'est le racisme, qu'ils savent pas ce que c'est la violence, même s'ils le savent d'une manière un peu abstraite et tout, il y a des enfants qui même avant cet âge-là font déjà face à la réalité horrible de la vie de plein fouet. Et faire comme si c'était pas le cas, parce que c'est des enfants, ils vont oublier en grandissant, ou juste il faut pas leur plomber le moral, ou leur laver le cerveau trop jeune pour qu'ils soient déjà défaitistes ou quoi, moi je trouve ça moyen en fait. Alors oui, je suis d'accord avec le fait qu'il faut les préserver, l'innocence, la naïveté, tout ça, je suis bien d'accord, mais en fait, à nouveau, quand on fait partie de ces catégories-là de la population, l'innocence, tu peux te la mettre bien profond en fait. Donc si des gamins peuvent déjà subir des actes, des paroles et des agressions, s'ils sont assez grands pour les vivre, ils sont assez grands pour comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces agressions-là, en fait. À mon sens, face à un gamin qui va me dire qu'il a subi une agression raciste, si j'avais le temps et les ressources autour de moi idéales pour lui parler avec les mots adaptés, je lui parlerais de la réalité du racisme dans le monde, sans rentrer dans des détails horribles ou quoi que ce soit, mais juste je lui dirais la vérité, pour pas qu'il se berce d'illusions et pour qu'il comprenne, très jeune, que toute sa vie, il va peut-être voir, assister ou ressentir ce racisme dans l'environnement et que ça n'aura rien à voir avec lui ou avec elle. Inversement, il y a des gens qui pensent que non, faut pas mettre d'accent là-dessus parce que ça va justement rendre trop réel ça, alors que c'est des petits enfants qui vont peut-être oublier, que si ça se trouve c'est ponctuel et ça va pas recommencer, etc. Donc moi je me pose sincèrement la question. Bref, revenons à nos moutons. Donc la parentification, comme tu as pu le comprendre, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie des enfants au moment où ils deviennent adultes. Comme par exemple une de mes enquêtées qui s'est retrouvée endettée de genre 20 000 balles quand elle a fêté ses 18 ans parce que sa mère ne payait pas son assurance maladie. Et l'assurance maladie en Suisse, c'est obligatoire. Et là par exemple, tu vois, j'imagine un cas de parentification d'une personne peut-être qui à l'inverse a été formée très très tôt à gérer les finances du foyer, qui s'est démerdée toute seule pour le faire évidemment, donc qui s'est auto-formée,
et qui va peut-être arriver à l'âge de 18 ans avec une palette de skills absolument incroyables que d'autres personnes n'ont pas. Mais du coup, ce travail qui a été fait sur cette dimension-là de sa vie, c'est un travail qui n'a pas été fait sur une autre dimension de sa vie. Et donc là où il va y avoir une grosse carence aussi. Par exemple, moi, je sais que j'ai développé des immenses skills relationnels et communicationnels. Et ça, même si c'est pas toujours évident, même aujourd'hui pour moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai acquis très tôt, très jeune. Et je voyais qu'il y avait un décalage entre moi et les autres adultes que je côtoyais. J'avais vraiment la sensation d'avoir 20 ans de plus qu'eux en termes d'interprétation des autres, de ce que disent les autres, des émotions des autres, etc. J'avais déjà un recul en fait parce que juste j'ai dû apprendre avec mon père à faire ça seul. Donc j'ai des compétences incroyables en termes de relations humaines. Par contre, tout ce qui concerne la gestion financière, que dalle, de tous les trucs administratifs machin, rien, je comprends rien. Donc en fonction de chaque réalité, on va avoir des méga compétences sur des trucs beaucoup plus tôt que les autres et à l'inverse des lacunes immenses qui ont pu se développer super tôt, parce que moi je pense que les lacunes que j'ai accumulées, elles ont commencé, comme je l'ai dit, avant mes 7 ans. Donc ça veut dire que il y a des trucs que j'aurais dû apprendre dans ma petite enfance que j'apprends là à 27 piges. Et je le vois parce que, à nouveau, je répète, je bosse avec un groupe d'enfants de 7 ans. Et donc je vois chez ces enfants qu'en 7 piges, il y a déjà des enfants qui ont un bagage solide en termes d'outils à disposition pour avoir une vie d'adulte plutôt sereine dans l'avenir. Et il y a d'autres enfants chez qui c'est no fucking way. Et comme par hasard, chez ces enfants-là, il y a des problématiques intrafamiliales, il y a des problématiques tu vois que il y a de la négligence, ou tu vois qu'en tout cas il y a de la précarité, il y a quelque chose en fait de plus qui explique pourquoi l'enfant est comme ça, et pas juste il a un problème, il faut l'emmener chez le psychiatre. Enfin, genre au bout d'un moment, si on pouvait juste arrêter de tout médicaliser et de commencer à tout resociologiser, ce serait pas mal. Donc ouais, il y a des choses qu'on va littéralement apprendre à un âge très avancé quand il y a des enfants en bas âge qui visiblement l'ont déjà acquis. Et ça, c'est aussi une question de changement de génération, de technologie, de machin. Je veux dire, est-ce que je peux en vouloir à mes parents de pas connaître toutes les étiquettes psychiatriques que l'on connaît aujourd'hui pour m'avoir aidé quand j'étais gamine? Bah non, parce que eux-mêmes viennent d'un milieu social dans lequel ça n'existait même pas, c'était même pas un sujet. Donc en fait, de génération en génération, disons que on a toujours plus accès à des meilleures informations et des meilleures conditions pour ne pas reproduire ces choses-là, mais toujours est-il que les conséquences sont bel et bien là, et donc il faut qu'on puisse les comprendre. Le truc, quand t'as été parentifié pendant très très longtemps, c'est que au moment où tu commences à capter que tu gères des trucs d'adultes, et qu'en réalité ça devrait pas être le cas, ça peut te donner un peu de pouvoir, et même voire une envie de mépriser tes parents quand tu finis par le capter. En ce qui me concerne, parce que je n'avais pas à nouveau cette grille de lecture large et sociologique, à l'adolescence, quand moi j'ai commencé à capter que je faisais des trucs que d'autres ados n'avaient pas besoin de faire et que c'était comme ça depuis toujours, je me suis extrêmement rebellée. J'ai commencé à harceler, agresser, tyranniser en fait à son tour mon géniteur et ma mère aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup violenté ma mère, la pauvre. Mon bourreau c'était mon daron, mais là où je pouvais évacuer toute ma détresse, ma haine, mon désespoir, c'était bien ma maman. Et même si ma mère, j'ai une relation de parentification avec elle qui est différente parce que je vais pas rentrer dans les détails. Je vais te renvoyer à cette vidéo-là, si tu veux comprendre comment la parentification a eu lieu entre ma mère et moi. Mais du coup, ouais, quand j'ai commencé à comprendre les choses, juste en fait, je suis devenue enragée. Mais ouais, du coup, quand j'ai commencé à capter les trucs, moi, j'ai vraiment eu du mépris, et c'est-à-dire j'étais discriminante envers mes parents à nouveau parce que j'avais pas les ressources pour comprendre les discriminations sociales, et donc j'attribuais tout aux personnes et aux individus, et donc je partais du principe du coup que si mes parents ils étaient pas capables d'apprendre bien le français, que c'était leur responsabilité, qu'ils avaient fait aucun effort, et que du coup ça justifiait les discours xénophobes qui disent que les gens s'intègrent pas, nanana, et donc j'adhérais à des idées de droite pour expliquer ma douleur juste parce que personne n'était capable de m'expliquer l'environnement dans lequel j'étais en train d'évoluer en fait. Donc non seulement j'ai commencé à adhérer à des idées xénophobes, alors je dis adhérer, je suis pas devenue, je suis pas rentrée dans un collectif ou quoi que ce soit, genre juste vas-y, je commence à découvrir un peu le monde et tout, et du coup genre je remets pas en question les discours que j'entends. Mais du coup il y a ça, il y a aussi de la misogynie qui va ressurgir, parce que quand je vais voir ma mère se laisser faire par mon père, et du coup je vais mépriser ma mère en qualité de femme, en adhérant à des discours sexistes qui disent qu'en gros les femmes sont pas capables d'être autonomes, et ça crée du coup un bordel sans nom. Dieu merci
merci, j'ai été chez la psy pendant des années très jeune et ensuite j'ai fait des études de sociologie qui m'ont permis de m'apaiser en général sur 2 dimensions humaines très importantes, le micro et le macro. Et à partir de là, j'ai pu comprendre un peu mieux, du coup, qu'est-ce qui expliquait cette enfance, qu'est-ce qui expliquait ce comportement chez mes parents. Expliquer n'est pas excuser, mais expliquer ça permet de mieux comprendre et comprendre ça permet de moins souffrir et moins souffrir ça permet de mieux vivre. Bref. Donc maintenant et depuis plusieurs années, je ne leur en veux plus du tout et même je m'en veux à moi en fait d'avoir eu ces pensées méprisantes et cette condescendance et tout. Mais par contre, je trouve que c'est quand même pas normal que j'ai été parentifiée comme ça et je vois aujourd'hui les conséquences de cette parentification dans mon comportement. Et ces conséquences-là sont pour la plupart négatives, d'ailleurs j'en parle largement sur cette chaîne YouTube, mais il y a aussi des aspects positifs à ça. À nouveau, il faut essayer de voir le bon dans tout, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que factuellement, du coup, les compétences qu'on a acquises en étant parentifié, c'est des compétences qu'on a vraiment et qui peuvent nous être extrêmement utiles. Je voulais juste finir cette vidéo avec un petit détail. Moi, quand j'étais gamine, j'étais vraiment la première de la classe. J'étais Miss parfaite, je faisais tout bien, je comprenais tout. La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie scolaire, c'était que j'étais très mature pour mon âge, que j'étais très mature pour mon âge et que c'était un cadeau du ciel et je sais pas quelle connerie. Alors oui, c'est flatteur, oui, c'est génial d'avoir des enfants comme ça, mais la prochaine fois que vous avez un enfant à qui on dit ça, posez-vous la question de à quel point il est parentifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, merci encore une fois à la marque Dreams d'avoir participé à l'élaboration de celle-ci. Dans tous les cas, je rappelle qu'il y a un code promo CARO40 qui te donne une réduction de 40% sur ta prochaine commande ainsi que la livraison offerte. Si mon travail de manière générale te plaît, t'est utile, t'apporte quoi que ce soit et que tu veux contribuer à ce que je puisse le continuer de manière la plus autonome possible, tu peux me faire un petit don sur Tipeee et me faire un don de 50 centimes ou 1 euro. Pour toi, c'est pas grand chose et pour moi, ça fait vraiment la différence au quotidien et ça me permet de vivre de mon travail en ligne. Donc si tu le fais, merci beaucoup et si tu l'as déjà fait, je t'en suis encore reconnaissante infiniment. On se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.